Dernier réalisateur important avant celui-là, c'est Roland Emmerich. Donc Roland Emmerich, quand il a commencé sa carrière dans les années 80-90, on l'a très vite considéré comme la relève de Spielberg. C'était vraiment des films très très impressionnants visuellement qu'il faisait et généralement particulièrement divertissants. Pour moi, ces deux chefs-d'œuvre de cette époque, c'est Stargate, qui a donné la série Stargate SG-1 que personnellement je n'ai jamais vue donc je ne peux pas comparer, et Independence Day, que vous connaissez aussi sûrement. Celui-là c'est la version longue qui a quelques dialogues en plus, quelques scènes intéressantes, qui est sorti juste au même moment que Bad Boys et Men in Black, et encore une fois, Will Smith était au summum de sa carrière à ce moment-là, quoi. Roland Emmerich, je l'aimais beaucoup, jusqu'à ceux qui partent dans ces délires de films apocalyptiques de fin du monde, où les effets spéciaux, malheureusement, priment sur la qualité de la narration et des personnages. 2012, c'est un navet pas croyable. 10 000, c'est à mourir de rire tellement c'est pathétique. Et les films qu'il a fait ensuite, je crois que je les ai même pas vus. Je sais qu'il a des projets personnels qu'il a fait en même temps, comme par exemple un biopic sur Shakespeare et un autre film sur une révolution étudiante pendant les années 60, enfin un truc complètement différent de ce qu'il fait d'habitude, mais j'ai jamais eu l'occasion de les voir. Donc je peux pas en dire quoi que ce soit. En revanche, ces deux films sont très intéressants et ils sont surtout très bien écrits. Pourquoi ? Parce que c'est Dean Devlin qui a écrit le scénario dans les deux cas. C'est un peu en fait le mec qui rajoutait de l'empathie pour les personnages de ses films. Parce que j'ai remarqué qu'une fois qu'il a commencé à écrire ses propres scénarios, c'était vraiment du carton-pâte, quoi. Très très mal écrit et très stéréotypé. Donc il y a clairement une fissure qui s'est faite au moment où Dean Devlin, en fait, il est parti. Si vous cherchez en fait de la SF intelligente mais très très grand spectacle, ces deux-là, c'est vraiment des films qui ont très bien vieilli, notamment au niveau de la musique. Dans les deux cas, c'est David Arnold, qui a des envolées lyriques très agréables, surtout pour un compositeur qui n'est pas forcément connu du grand public. C'est pas John Williams, c'est pas Danny Elfman, c'est pas James Horner, quoi. Mais la BO de ces deux films est très agréable. Dans celui-là, il y a, au niveau du casting, il y a James Spader, qui est très habitué des films dérangeants, notamment par exemple Sexe, mensonge et vidéo ou Crash de Cronenberg, donc vraiment pas un film dans lequel on aurait l'habitude de le voir. Il y a aussi Kurt Russell, mes acteurs préférés, donc voilà, dont je vais vous parler d'ailleurs très bientôt. Et dans celui-là, il y a non seulement Will Smith, mais il y a aussi Jeff Goldblum, qui est devenu une star après Jurassic Park, et il y a Bill Pullman, qui fait un super rôle de président patriotique, mais à la fois touchant et humain, qui est un rôle qui lui va comme un gant. Alors, je voulais parler vers la fin de John Carpenter. Dans ce coffret, on a 4 films. On a New York 1997, Le Prince des Ténèbres, Invasion Los Angeles, je crois, et Le Brouillard, The Fog. Sur ces 4, il y en a 2, c'est des films d'horreur purs. Le reste, c'est de la science-fiction. De la science-fiction particulièrement satirique, encore une fois. Surtout pour They Live. C'est lui qui a en fait lancé le phénomène où quelqu'un met des lunettes de soleil, en fait, et voit le message réel derrière une publicité. Il y a carrément des marques de t-shirts qui ont obey comme ça, là, sur le devant. Ben, ça, en fait, c'est littéralement une idée qui vient de ce film, Invasion Los Angeles. C'est les extraterrestres en fait qui prennent le contrôle de l'humanité en créant des messages subliminaux à travers des publicités. Acheter une voiture, par exemple, n'importe quoi, ben ça sera marqué buy, acheter. Une bague de fiançailles ou des fleurs ou des bijoux, ce sera reproduisez-vous. C'est extrêmement caustique et ça a très très bien vieilli. L'acteur principal c'est Robbie Piper. C'est un ancien catcheur, je crois. Et il est assez costaud, et il a une scène de combat dans le film qui est extrêmement réaliste, qui dure je crois 5 minutes, où il tape sur un mec dans une ruelle. C'est filmé comme un combat de rue, en fait littéralement, il n'y a quasiment pas de plan spectaculaire.
Et on a vraiment l'impression que les mecs ils s'éclatent la tête jusqu'à ce que le réalisateur il dise couper quoi. Et en fait le réalisateur il dit jamais couper. Donc en fait c'est littéralement Mosinor quoi. Et après il tape sur la gueule à un gros black. Et juste avant donc Escape from New York, New York 1997, c'est un film de SF d'anticipation avec Kurt Russell dans le rôle de Snake Plissken. Alors Snake Plissken et en plus il a un bandeau sur l'œil. Donc, si vous n'avez pas vu la référence, c'est lui qui a donné en fait naissance à Snake dans la série Metal Gear Solid. Et d'ailleurs, Hideo Kojima, le créateur de la série Metal Gear, souhaitait absolument avoir Kurt Russell pour donner la voix à Snake à partir de Metal Gear Solid 3. Il y a une vidéo sur YouTube que vous pouvez trouver qui indique qu'est-ce que Kurt Russell a pensé à ce moment-là, et il a dit que c'était pas un projet qui l'intéressait, point barre quoi. Tout ça pour dire que Kojima est un grand fan de Kurt Russell, est un grand fan de New York 1997, moi aussi, et New York 1997 a eu une suite. Et cette suite s'appelle Escape from LA, ou alors Los Angeles 2013. Pour une suite, moi je la trouve vraiment chouette, il y a beaucoup d'idées très originales et le casting est vraiment sympa. Les effets spéciaux sont pas terribles parce que on est en 96 et les images de synthèse sont pas géniales. Pourtant, c'est l'époque où les gens essaient de faire de l'eau photoréaliste un peu avec Waterworld et celui-là. C'est complètement raté. Mais il faut passer outre. Kurt Russell, il s'éclate dans le rôle. C'est un des meilleurs films de Carpenter du point de vue aventure divertissante. La fin du film est exceptionnelle. Et en plus, ça finit sur un gros morceau de rock bien hardcore, je crois, de Rob Zombie ou de White Zombie. Bref, c'est vraiment sympa et je vous le recommande. Et on arrive maintenant au chef-d'œuvre de science-fiction de John Carpenter qui s'appelle The Thing. C'est un film, rien que par rapport à sa création, qui mérite qu'on en parle. D'abord parce que c'est un remake d'un film des années 50 qui s'appelle La chose de notre monde. La chose de notre monde a été réalisée par Christian Nyby, mais en fait, techniquement, il a aussi été réalisé par Howard Hawks qui a pris le relais entre-temps. C'est l'histoire d'un groupe de scientifiques au pôle Nord qui découvrent un ovni écrasé dans la glace, et il libère une espèce de créature qui va les posséder les uns après les autres. Le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas qui est possédé par la créature. Du coup, ça devient presque un véritable film où tout le monde est paranoïaque, et on ne sait pas qui va s'en sortir à la fin, quoi. Ce film, c'est surtout une allégorie sur le macartisme des années 50 aux États-Unis, où la plupart des citoyens américains avaient peur que leurs voisins soient des communistes. Donc ils se dénonçaient les uns les autres à la police pour espérer éviter l'invasion des communistes aux États-Unis. Bref, c'est ce qu'on appelle la chasse aux sorcières des années macartistes. C'est un film qui est donc une allégorie politique à ce moment-là. Comme j'ai dit, le film a été réalisé par Christian Nyby, mais aussi Howard Hawks. Et Howard Hawks est un des plus grands réalisateurs de western des années 50, notamment avec Rio Bravo, un des meilleurs westerns de l'histoire du cinéma, avec John Wayne. Donc, Howard Hawks a non seulement inspiré John Carpenter dans sa réalisation, parce que John Carpenter, dont il filme, c'est des westerns modernes, mais il a aussi inspiré notamment Les 8 salopards de Tarantino. D'ailleurs, Les 8 salopards de Tarantino se passent littéralement sous la neige en plein blizzard, dans un huis clos, c'est-à-dire un lieu fermé donc, mais c'est une auberge quoi. Tout le film se passe dans une seule auberge. Les 8 salopards de Tarantino est un hommage évident à The Thing de Carpenter. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses à savoir, rien que par rapport à l'origine du projet. Mais en plus, regardez cette putain de couverture, quoi. Pas facile à trouver la bonne angle de caméra, voilà. On ne voit ni les acteurs,
ni de quoi le film va parler. On a juste une forme humaine qui a un visage complètement transfiguré par une lumière particulièrement inquiétante. Et en fait, c'est la peur de l'inconnu, d'une force surnaturelle qui prend possession de notre corps, quoi. Et ça, c'est très Lovecraftien dans sa représentation. Mais plus intéressant encore, c'est une des multiples affiches de films incontournables qu'on doit à l'artiste Drew Struzan, qui a fait des posters de cinéma absolument fantastiques, notamment pour Star Wars, Harry Potter, Retour vers le futur, Blade Runner. Voilà. Donc j'ai acheté ce bouquin récemment parce que je suis tombé dessus et je suis un grand fan de Drew Struzan. Alors si je peux la trouver. Voilà. Et c'est fascinant de se dire que John Carpenter a appelé Drew Struzan un soir comme ça, en passant, et ils lui ont demandé, ben écoute, on aimerait faire un remake de La chose de notre monde, on a besoin d'un poster pour demain. Est-ce que tu peux nous faire ça? Le mec, on lui a rien dit sur l'histoire, on lui a rien dit sur les personnages, on lui a rien dit sur les acteurs, qu'il a passé toute la nuit dessus. Il a eu une idée en tête, comme ça. Il s'est photographié lui-même dans cette position avec les doigts complètement écartés, comme s'il était pris par la foudre en fait. Il a enlevé le visage et il a rajouté ces éclairs surnaturels. Et voilà quoi, ça a donné ce poster incroyable. Donc vous voyez que j'ai même pas encore commencé à parler du film, mais que j'ai déjà plein de trucs à dire. Bon, par rapport au film lui-même, il est extrêmement bien fait pour l'époque, mais l'époque c'est 1942. Donc bien sûr, maintenant, aujourd'hui, il a perdu un peu de son charme, c'est normal. Il n'y a pas une image de synthèse à l'écran, de ce que je sais, c'est tous des animatroniques, et les effets spéciaux sont absolument extraordinaires et ont été réalisés par donc Rob Bottin, dont je vous ai parlé pour Total Recall. La musique est de Ennio Morricone, le grand compositeur des westerns italiens et des polars français avec Jean-Paul Belmondo. Et pour ce film, il a reçu le Razzie Award, c'est-à-dire la récompense de la plus mauvaise musique de film de l'année. C'est triste parce que bon, c'est pas grand-chose comme musique, c'est juste deux notes répétées sans cesse, truc tang 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 tang. Mais par rapport à l'ambiance du film, ça fait le café. C'est intéressant de savoir que c'est un des rares films qui n'a pas été composé par justement John Carpenter lui-même, parce qu'il faisait souvent ses musiques de films, et d'ailleurs il a littéralement un groupe de musique à son nom. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a Kurt Russell dans un de ses meilleurs rôles, et Kurt Russell et John Carpenter, ils ont fait au moins 5 films ensemble, c'est des grands amis, ils sont vraiment très bien trouvés. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que ce film, à l'époque, il n'a pas du tout marché, parce qu'il est sorti donc en 82, la même année que E.T. de Steven Spielberg. Alors, E.T., c'est la science-fiction pour la famille avec le gentil extraterrestre et le méchant gouvernement. Et là, c'est vraiment le méchant alien qui tue tout le monde de façon extrêmement sanglante. Et bon, pour l'époque, c'est clair que ça n'a pas du tout marché. C'est aussi une très grande influence sur plein de jeux vidéo. Par exemple, si vous jouez à Dead Space, c'est littéralement Event Horizon, le vaisseau de l'angoisse de Paul Anderson, qui est sorti en 97, avec des créatures qui viennent de ce film, donc The Thing. Et on termine donc par un autre chef-d'œuvre entre guillemets, parce que c'est un film qui n'a pas vraiment marché, mais je voulais en parler parce que évidemment cette année il y a Dune 2 qui est sorti et qui est vraiment extraordinaire d'un point de vue visuel et qui retrace très fidèlement le roman d'origine, donc le roman de Frank Herbert. Faut savoir que Dune, c'est quand même une grosse inspiration pour Star Wars, quoi. La planète de sable, les vers de sable, tout ça, c'est Tatooine, c'est le Sarlacc dans le Retour du Jedi, mais également c'est une des adaptations qui a été la plus difficile à faire à l'écran. Il y a un film qui est sorti en 84, le voilà, qui s'est fait ramasser à sa sortie parce que le producteur du film, Dino De Laurentiis, en fait, il avait vraiment essayé de pourrir
l'avis du réalisateur David Lynch pour en faire un film qui a voisiné à peu près les 2 heures, 2 heures et demie, pour pouvoir le sortir en salle plus facilement. Alors que David Lynch, lui, il avait prévu un truc qui durait 4 heures, quoi. Donc, effectivement, il a dû couper dans le gras, et ça fait un film extrêmement bancal. En plus, on peut voir que autant la première partie du film suit fidèlement le roman, autant que la nouvelle version de 2009 qui est sortie en 2021, alors que la deuxième, ça part en live complet, quoi. Il y a des coupes au montage qui sont flagrantes, et la fin, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, tu sais pas ce que les personnages foutent là, c'est assez bizarre. Et je sais pas à quel point ça reproduit la fin du roman, mais c'est très différent de la version de Denis Villeneuve. J'en parle quand même parce que c'est un film qui est extrêmement ambitieux, avec un excellent casting. Il y a Kyle MacLachlan, c'est dur à dire, qui va jouer avec David Lynch plusieurs fois. Il fera notamment Blue Velvet et la série Twin Peaks. Et si vous avez l'occasion, regardez donc la version longue qui vient en fait de la série télé, pas de la série télé Les Enfants de Dune, pas la série télé, la version télé où ils ont rajouté 35 minutes d'images inédites. David Lynch était si désespéré après ça que le film qui sort en version télé est réalisé par Alan Smithy. Et Alan Smithy, c'est le pseudonyme que le réalisateur utilise pour dire qu'il désavoue complètement un projet sur lequel ils ont travaillé. Littéralement pour dire ce film n'a eu aucun réalisateur, quoi. Mais c'est intéressant de voir les deux. C'est un projet extrêmement ambitieux, comme j'ai dit. Et pour l'époque, si vous comparez ce film avec la version de Denis Villeneuve, vous allez voir que il y a beaucoup de choses qu'il avait vraiment réussi dans sa première adaptation, même si il s'est quand même fait un peu pourrir par rapport au montage et au financement. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je vous ai présenté aujourd'hui une liste d'environ 25-30 films de science-fiction qui trônaient dans ma bibliothèque de DVD. Et comme j'ai dit, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est surtout ce qui me tienne le plus à cœur. Et ce n'est pas non plus une liste des meilleurs films de SF de tous les temps, c'est simplement ce que j'avais à disposition. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous connaissez déjà ces films, que vous voulez m'en proposer d'autres, n'hésitez pas non plus. Je suis toujours ravi de partager ma passion avec vous. Et si la vidéo a du succès, j'espère vraiment pouvoir en faire une autre d'aussi bonne qualité. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, parce que même si je poste pas grand chose ces derniers temps, c'est aussi parce que je suis généralement sur 3 chaînes différentes, le cinéma, jeux vidéo, voyage, donc ça fait beaucoup de jonglage et je peux pas toujours être au four et au moulin. En tout cas, si vous voulez vous abonner, c'est très sympa et surtout ça me soutient énormément d'un point de vue de l'algorithme, quoi. Allez, je vous dis à la prochaine pour des nouveaux... Ah non, ça c'est la mauvaise chaîne. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao!